Bonjour à tous. Deuxième vidéo à présent qui nous fait poursuivre la suite du propos précédent. Nous parlions auparavant de la magnifique possibilité des perceptions supérieures de certains humains qui nous permettent, qui nous donnent l'occasion d'entrevoir les enseignements qui nous sont manquants à notre époque pour comprendre le sens de la vie. Nous continuons notre propos à partir de l'ouvrage dont je vous avais déjà parlé, l'ouvrage relativement rare qui s'appelle donc De nombreuses demeures de Gina Serminara, d'après les enseignements d'Edgar Cayce. Cet ouvrage étant tellement, pour moi pertinent et je l'ai tellement offert encore une fois que, à force de ne jamais le trouver ou qu'il soit en réédition ou qu'il en manque toujours, et que je me dis que ça peut servir à d'autres personnes, je continue donc le propos en développant ce que dit plus ou moins ce livre et en faisant de fait l'exégèse plus avancée. Nous avons parlé des potentialités des, dons parapsychologiques, des perceptions supérieures de certains humains. Donc, ce qui est toujours quelque part excitant pour l'esprit, c'est de pouvoir spéculer là-dessus, sur ce qu'on peut en savoir, et cetera. Mais il est très rare d'avoir un spécimen, de trouver une source fiable. Souvenez-vous, la base du renseignement, la question des sources fiables, du recoupement, et cetera. Il est très rare de trouver une source aussi fiable que le personnage dont j'ai à vous parler aujourd'hui, un personnage célèbre, mais à partir duquel surtout énormément d'enseignements peuvent être tirés. Ce personnage, c'est Edgar Cayce, C-A-Y-C-E, prononcé Cayce, qui, dans les dernières années de sa vie, a été surnommé l'homme miraculeux de Virginia Beach, aux États-Unis. C'est sans doute le plus exceptionnel médium américain du XXe siècle, et nous allons le voir de toutes les façons possibles. C'est vraiment une histoire extraordinaire. Alors, surnommé donc l'homme miraculeux de Virginia Beach, Edgar Cayce, en fait, au-delà de ces histoires de miracles, on a quelque chose de beaucoup plus complet en fait que des miracles. Clairement, on a eu des phénomènes de guérison miraculeuse, mais on n'était pas dans les caricatures, par exemple, ce qu'on pourrait pas d'imposition des mains, pas de présence ou de bizarrerie magique, pas de béquilles rejetées façon, les miracles de Lourdes ou des évangéliques, pas non plus d'effleurement, vous savez, comme on peut voir chez les évangéliques justement des sortes de prédicateurs qui touchent quelqu'un qui du coup se met à être dans ses spasmes et du coup à se réveiller, ça y est, il est guéri. Ces choses-là sont basées sur de tout autre principe qu'on étudiera quand on parlera notamment de Blavatsky, notamment les principes d'occultisme. C'est également l'explication de certaines bizarreries, par exemple les pseudo-faux maîtres en arts martiaux qui pensent projeter leur chi pour projeter leurs suggestions sur des élèves dociles. En fait, ces réalités existent, mais elles sont basées, on le verra dans un autre contexte, elles sont basées et ça peu de gens le savent, elles sont basées sur une artificielle inféodation, un artificiel abaissement de notre, comment dire? De notre, résistance psychique. C'est-à-dire que clairement, nous pouvons, si nous le choisissons, devenir le sujet, voire la marionnette d'une personne, mais il faut vraiment tout un état d'esprit de soumission et d'autosuggestion pour vraiment subir de fait le magnétisme projeté d'une personne, mais il faut vraiment à la fois quelqu'un qui va sciemment projeter son magnétisme, potentiellement même travailler, ça peut être vraiment du vrai magnétisme, du mesmérisme ou tout ce que vous voulez, mais de l'autre côté, il faut une cible réceptive qui choisit donc d'être réceptive. C'est-à-dire que si, fondamentalement, si vous me mettez face à un hypnotiseur hyper puissant, mais que je choisis de ne pas l'être, il y a très peu de chances qu'il y arrive. Il y a voire aucune chance qu'il y arrive. Parce que j'aurais fait le choix de. Là, on laisse ce sujet-là de côté, ça sera, on va dire, de l'occultisme pratique dont on parlera bien plus tard, mais il est important de placer ce genre de limite-là parce que ça fait partie des bizarreries de notre époque qui nous sont rarement, expliquées. Cherchez certaines vidéos d'arts martiaux assez marrantes de pseudo-maîtres qui croient pouvoir, suggestionner leurs adversaires et qui se font mettre des branlées par des vrais combattants en face, parce que encore une fois, le combattant d'en face n'est pas du tout dans cette idée d'accepter, une suggestion, pseudo, magnétique de la part d'un pseudo-maître qui va dire, que voilà. En revanche, on a des vidéos absolument ridicules d'élèves qui sont totalement capables, totalement d'accord avec l'idée de subir une suggestion enfin, c'est très bizarre, on croit que le maître en face nous fait un petit zigouigoui et l'autre, ça y est, il est projeté et cetera. C'est une moquerie tout ça. C'est une moquerie, mais qui est basée sur des principes réels, mais des principes qui ne sont pas compris, ni par ceux qui les subissent, ni par ceux qui y assistent. Donc voilà, méfiance sur ces petites choses-là. On revient à notre sujet d'Edgar Cayce, les soi-disant miracles, enfin les miracles qui réellement, il y avait des guérisons miraculeuses d'Edgar Cayce, étaient accomplis globalement uniquement
par une stupéfiante exactitude de ces diagnostics et qui étaient d'ailleurs très souvent formulés à des milliers de kilomètres de distance et c'est ça qui est absolument fascinant. Non seulement les diagnostics d'Edgar Cayce étaient d'une précision remarquable, mais en plus, parfois, ils étaient totalement réalisés à distance et là, on avait vraiment quelque chose qui a, défié globalement le sens critique des plus virulents matérialistes de l'époque. Point spécifique à Edgar Cayce, sa clairvoyance, ses phénomènes de clairvoyance et de capacité de soin étaient entièrement provoqués sous hypnose. Sous hypnose, c'est quelque chose qui a spécialement intéressé les psychothérapeutes de l'époque comme jusqu'à aujourd'hui, parce que on a eu clairement l'utilisation d'un sommeil hypnotique comme moyen de traitement, comme moyen d'obtention d'informations, et comme au-delà d'un moyen d'investigation de l'inconscient, comme moyen d'obtention d'informations qui n'étaient même pas du tout connues par Edgar Cayce à l'état normal. Donc là, sous effet d'hypnose, il extériorisait des informations que lui-même ne connaissait pas, mais qui étaient d'une stupéfiante exactitude et d'une stupéfiante utilité, puisqu'il a soigné des milliers de personnes de cette manière-là. Alors, on a un exemple, un des exemples les plus frappants de la façon dont se manifestait la voyance hypnotique d'Edgar Cayce. C'est une jeune fille à l'époque, à Selma, en Alabama, qui a perdu soudain la raison et qui a été placée dans un hôpital psychiatrique. On est au milieu du XXe siècle. Son frère à l'époque était bouleversé et il a fait appel à Edgar Cayce. Edgar Cayce s'est juste étendu sur son lit, il a pris quelques profondes respirations, il s'est endormi, et il a accepté alors une suggestion hypnotique consistant à voir le corps de cette jeune fille à distance et de faire un diagnostic. Après un temps d'arrêt, Cayce a commencé à parler, donc sous hypnose, et de la même manière que font tous les sujets sous hypnose lorsqu'ils en reçoivent l'ordre, mais la spécificité de Cayce, c'est qu'à ce moment-là, il s'est mis à décrire l'état physique de la jeune malade, et comme si ses yeux lui-même étaient des rayons X qui traversaient son corps. Et là, il a indiqué direct qu'une des dents de sagesse de la jeune fille était en fait incluse d'une façon ou d'une autre, elle avait dû percer et elle pressait un nerf cervical. Et c'est ça qui avait créé la folie de la jeune fille, et Edgar Cayce, donc toujours sous hypnose, prescrivait d'enlever la dent, de retirer les dents de sagesse donc de la jeune fille pour supprimer la pression sur le nerf et pour ramener de fait la jeune fille d'un état de folie apparente à un état normal. Donc on a examiné à la suite de ce diagnostic donc sous hypnose à distance, on a examiné la bouche de la jeune fille et la description était correcte. Il y avait bien une inclusion de dents de sagesse qui donc une fois qu'elle a été retirée après l'intervention d'un dentiste, eh bien la jeune fille a recouvré la raison. Là, on est face à un cas extraordinaire qui a été obtenu donc sous hypnose, une guérison totale à partir de quelque chose qui était inexpliqué. Et pourtant, s'il n'y avait pas eu Edgar Cayce, cette jeune fille aurait été déclarée comme folle et serait restée à l'asile toute sa vie. On imagine l'importance extraordinaire de ce diagnostic dans la destinée, dans la vie de cette jeune fille. Et des guérisons comme ça, il y en a eu des milliers. Il y en a eu des milliers, c'est vraiment le cas d'Edgar Cayce est absolument extraordinaire. Un autre exemple impressionnant, c'est une jeune femme du Kentucky qui avait donné naissance à un prématuré, et à 4 mois, le bébé, maladif, en tout cas faible de constitution depuis sa naissance, puisque prématuré, il avait eu une sorte d'attaque de convulsion si grave que 3 médecins qui l'assistaient, parmi lesquels se trouvait d'ailleurs le père de la jeune femme, tout le monde se demandait si le bébé allait donc passer la journée. Il était dans un état désespéré et c'est là que la mère donc s'est adressée à Edgar Cayce pour obtenir un diagnostic. Même chose, pareil, sous hypnose, Case a prescrit l'administration de belladone curieusement, qui peut être un poison, suivi, à bref délai, d'un antidote. La mère a passé outre aux objections des médecins, et elle a insisté pour elle-même donner la dose de poison au bébé. Puis après l'antidote, presque immédiatement, après la dose de poison, presque immédiatement, les convulsions s'arrêtèrent, et après que l'antidote eut été administré, le bébé détendit ses membres, il se calma, il s'endormit tranquillement, il était sauvé. Donc dans ces exemples, on a 2 guérisons qui sont en apparence miraculeuses, mais qui ne sont pas liées à la foi, qui sont vraiment liées à des administrations de traitement auxquelles les médecins n'auraient pas pensé, mais la différence, c'est, la différence entre la vie ou la mort, entre la folie et la vie normale est absolument énorme. Alors il y a eu peu de cas où vraiment la guérison était aussi rapide que les 2 cas que je viens de vous citer. Dans bien des cas, en fait, Case prescrivait des traitements tangibles, mais qui étaient parfois de longue durée. Il y avait parfois des traitements médicaux connus, des interventions chirurgicales, des régimes, des supplémentations en vitamines, de l'hydrothérapie, de l'ostéopathie, de la chiropraxie, des traitements électriques. Tiens, étonnamment, on le verra.
et des massages ou même des autosuggestions, mais en tout cas souvent, très souvent, c'était des traitements combinés avec tantôt à la fois des médicaments, des supplémentations, des changements d'habitudes alimentaires ou sportives et également des meilleures compréhensions et on verra que des meilleures compréhensions qui, touchaient d'autres sujets de la vie. On ne peut pas non plus parler d'exagération parce que tous les dossiers d'Edgar Cayce ont été dûment documentés. Dûment documentés, vous avez aujourd'hui à Virginia Beach un centre de documentation, c'est-à-dire que tout a été pris en sténo. Vous avez des enquêtes complètes, des dossiers, une masse de dossiers extraordinaires émanant de malades qui venaient même de toutes les parties du monde. Vous avez des lettres, des dossiers, des attestations de guérison de la part de médecins. Vous avez la sténographie de chacune des paroles prononcées par Edgar Cayce en état d'hypnose. Ça veut dire un énorme matériel, une documentation absolument impressionnante pour établir globalement la validité du phénomène des guérisons obtenues à partir d'Edgar Cayce sous hypnose, prescrivant donc des choses qui ont sauvé des milliers de personnes. Donc là, on a vraiment un cas extraordinaire qui va servir de base d'expertise avec beaucoup, beaucoup d'enseignements par la suite. Alors Edgar Cayce est né en 1877 dans une famille de fermiers du Kentucky. Il aurait voulu être prêtre, ça n'a pas été possible. Finalement, il est arrivé en ville à être commis de librairie, puis agent d'assurance. Et à l'âge de 21 ans, il a eu une maladie, un coup du sort bizarre. Il a développé une sorte de laryngite qui lui a fait perdre l'usage de la voix. C'est là où il n'a pas pu continuer à être agent d'assurance. Il est devenu photographe, un métier qui ne lui demandait pas beaucoup d'usage de sa voix. Mais tandis qu'il faisait son apprentissage en tant que photographe, il a rencontré un hypnotiseur ambulant du nom de Hart, H-A-R-T, qui passait par la ville et qui donnait une représentation locale. Et c'est là que, en ayant appris ce dont souffrait Case, l'hypnotiseur s'est posé la question. À l'époque, nous, on s'interrogeait, on s'intéressait à ces sujets-là, donc fin du 19e siècle. Il s'agissait de tenter une éventuelle guérison d'Edgar Cayce par hypnose. Cette première expérience a réussi d'une façon bizarre, c'est-à-dire que sous hypnose, Case parlait avec une voix normale, alors que lorsqu'il n'était plus sous hypnose, il reprenait sa voix de fait diminuée, sa voix de laryngite chronique, qui était donc tout à fait anormale. C'est alors que l'hypnotiseur a eu l'idée de suggérer à Case ce qu'on appelle une suggestion post-hypnotique, que après son réveil, donc après son état d'hypnose, il allait pouvoir, donc par suggestion hypnotique, recouvrer sa voix normale. Parfois, ce type de guérison, ça marche, mais avec Case, sur le coup, ça n'avait pas marché. Ce premier hypnotiseur, donc finalement, a été appelé ailleurs, mais c'est un autre hypnotiseur qui a pris le relais, un certain Lane à l'époque, qui a pris en main Case, sachant qu'il étudiait, il était assez doué en tant qu'hypnotiseur, mais il étudiait également l'ostéopathie. Donc, ce deuxième hypnotiseur a essayé, pareil, la même chose avec Case. Case, toujours était encore volontaire, il avait quand même ce problème de voix qui persistait. Et c'est là que Lane a eu une idée consistant à demander à Edgar Cayce, sous hypnose, tandis qu'il était sous hypnose, de diagnostiquer lui-même, d'énoncer lui-même ce qui était l'origine de son mal, du mal dont il souffrait. Et alors, curieusement, c'est exactement ce que Cayce a fait, donc toujours sous état de suggestion hypnotique, et d'une voix normale en obéissant de cette façon à l'hypnotiseur qui lui demandait de parler, avec donc sa voix normale sous hypnose, alors que, encore une fois, quand il n'était plus sous hypnose, il n'avait plus sa voix normale, hein. Mais Case s'est mis à décrire l'état lui-même de ses cordes vocales, ce qui est assez extraordinaire dans ce contexte-là. Et donc Case, sous hypnose, s'est mis à décrire lui-même son propre mal, en utilisant un nous comme un nous royal ou un nous de prof d'université qui parle de l'assistance, de lui et l'assistance, nous pouvons voir, regardez, le corps à partir des rayons X. Donc Case disait, la phrase était: «Oui, nous pouvons voir le corps. À l'état normal, le corps est incapable de parler en raison d'une paralysie partielle des muscles inférieurs des cordes vocales, due à une tension nerveuse. Il s'agit là d'un état psychologique produisant un effet physique. Pour s'en défaire, il faut activer par suggestion la circulation sanguine, dans les parties malades pendant que le patient est inconscient.» Fin de la citation. Tout cela, c'est ce que Edgar Cayce disait à l'état d'hypnose, comme s'il était une personne extérieure qui commentait l'état de son propre corps, toujours sous état d'hypnose. Et c'est là qu'immédiatement, l'hypnotiseur Lane a suggéré à Case, donc durant l'hypnose, que sa circulation augmentait là tout de suite, dans les parties malades, donc de ses cordes vocales, et que son état donc s'améliorerait.
Et c'est là que graduellement, visuellement, le haut de la poitrine de Case s'est mis à reprendre de la couleur, à limite devenir, rosé, rose pâle, rouge foncé même. Et au bout d'une vingtaine de minutes, l'homme endormi, donc Casey, toujours, il a commencé à tousser, il a commencé à s'éclairer la voix, et c'est là qu'il a commenté lui-même, toujours sous hypnose, de pour ouvrir les guillemets, je cite: «Tout va bien, le mal a disparu, suggérez à présent que la circulation redevienne normale et qu'ensuite le corps se réveille». Fin de la citation. Donc c'est là que Lane, donc l'hypnotiseur, a obéi. Il a suggéré donc à Case que la circulation reprenait un cours normal et que le corps allait pouvoir se réveiller. Et en se réveillant, Case donc s'est éveillé et pour la première fois depuis un an, il a pu parler normalement. Il a pu parler normalement et c'est là que, dans les mois qui ont suivi, parfois Case a fait des rechutes, mais globalement Lane lui refaisait le même type d'exercice et Case de nouveau a retrouvé sa voix de cette façon-là, ce qui était déjà assez extraordinaire. Donc les choses pouvaient en rester là, mais Lane a bien sûr tiré les conclusions de ce cas qui était déjà assez extraordinaire concernant, on va dire, dans le contexte de ce qui était à l'époque l'étude plus ou moins balbutiante de l'hypnose en tant que potentiel facteur de guérison. À l'époque, donc Lane, lui, avait connaissance d'autres, on était dans le cadre du développement de l'hypnotisme, il avait connaissance d'autres cas de guérison qui avaient été obtenus de la même façon, plus ou moins de la même façon. Notamment en France par un certain Depuis Ségur, qui était le successeur de Mesmer. Mesmer, quand on parle du mesmérisme, ça, c'est un terme plus utilisé en anglais. To mesmerize someone, subjuguer quelqu'un par suggestion, sous-entendu par suggestion magnétisme. C'est un abus de langage en anglais, mais on a ce mot dans un vocabulaire courant en anglais. Et en fait, l'idée que Lane a eue à l'époque, c'était que si Edgar Cayce avait pu voir son propre corps, peut-être qu'il pourrait, sous état d'hypnose, voir d'autres corps et potentiellement procéder à d'autres guérisons. Là, on était purement dans l'étude scientifique, dans une curiosité humaine, mais qui pouvait en plus avoir une utilité. Donc Lane souffrait à l'époque lui-même de l'estomac. Même protocole avec Casey. Casey qui donc sous état d'hypnose finit donc par diagnostiquer l'état de Lane, un diagnostic qui correspondait à ce qu'en disaient les médecins, et Casey qui, là où les médecins étaient tenus en échec, Casey qui lui suggère un traitement, et en 3 semaines, l'état de Lane s'améliore. On a donc là le premier cas de guérison d'un tiers par Edgar Cayce, pareil, sous état d'hypnose. Donc ce premier succès sur un tiers enthousiasme Lane, mais laisse Casey perplexe. N'empêche que Lane est enthousiaste et se dit ça peut servir sur d'autres, ça peut être un don utile, ça peut être une synergie utile entre les deux hommes, qui peut donc être utile à d'autres humains. Alors ce qui est intéressant, c'est que de culture chrétienne, Case en fait avait été, dès lors qu'il était enfant, vers 10 ans, il était enthousiasmé par l'histoire des apôtres qui guérissaient les malades. Il avait vraiment voulu lui-même, c'est de là qu'était venue sa vocation, il voulait devenir prêtre, mais les circonstances en avaient décidé autrement. Mais là, soudainement, il avait l'occasion de faire la même chose, de guérir les malades par des voies quasiment miraculeuses. Sauf que ça lui créait un cas de conscience, il se demandait est-ce que ça ne va pas contre la religion? Est-ce que je suis, on va dire, en accord avec les préceptes bibliques, etc. Alors finalement, Case a consenti à l'idée de pouvoir guérir à condition de n'en pas toucher de rétribution. Ce qui de fait par la suite a changé par la force des choses parce qu'il fallait tout de même bien qu'il vive de quelque chose. Alors ça, c'est un sujet vraiment concernant la rétribution des médiums ou des clairvoyants ou des gens qui ont des dons. C'est un sujet qui est vraiment, souvent sujet à controverse, parce que certains médiums médiatiques, je pense par exemple à Patricia Daré, peuvent partir du postulat que rien ne doit être touché pour un don parapsychologique. Sauf que c'est pratique quand on est médiatique, quand on a déjà, tous les moyens de se permettre ce genre de discussion. Mais je connais par exemple d'autres médiums ou des clairvoyants ou des gens plus ou moins puissants qui ont vraiment des dons qui peuvent être vraiment utiles et il y a un moment où ces dons peuvent aussi être ou bien un obstacle à la vie réelle ou bien ils peuvent, être tellement utiles, en l'occurrence comme pour Edgar Cayce, qu'il peut y avoir parfaitement une légitimité à en faire son gagne-pain sans enfin, on va dire dans la limite d'une excessive avidité, évidemment. Donc là-dessus, ce sujet-là, il ne faut pas être trop péremptoire, trop binaire. Il peut y avoir légitimité à percevoir une rétribution pour un don utile. Tout don utile, tout travail utile peut mériter salaire, de la même manière que tout don utile peut également justifier un salaire décent. Dans la limite, encore une fois, d'un excessif enrichissement ou de la charlatanerie, etc. Alors dans cette affaire Edgar Cayce, le plus surprenant, c'est que, alors qu'il n'avait aucun antécédent de médecine, à l'état d'hypnose, il décrivait les corps avec une telle précision anatomique, comme l'aurait fait un médecin,
que vraiment il y avait un grand décalage entre ses connaissances à l'état de veille et ses connaissances sous état d'hypnose. On avait vraiment quelque chose d'extrêmement précis, et c'est là que Case, était encore dans des cas de conscience. Il doutait lui-même de ses propres dons, peut-être que c'est un coup de chance, ça a marché sur moi, ça a marché sur Lane, mais il était encore évidemment dans un contexte de doute intérieur que l'on peut parfaitement comprendre, car il était confronté de fait à quelque chose qui était tout à fait incroyable. Donc Case était initialement dans le doute, mais par la force des choses, il s'est mis à croire en ses dons parce que de guérison en guérison, il y a eu des cas incurables qui ont été guéris de cette façon-là, donc Case a finalement commencé à y croire un peu plus sérieusement. Première phase du développement des dons d'Edgar Cayce, jusqu'à un cas bien spécifique. Un jour, il est appelé par quelqu'un qui a une fillette âgée de 5 ans, qui était malade depuis 3 ans. Elle avait eu une grippe à 2 ans et elle était restée arriérée mentalement. Aucun des spécialistes médicaux que les parents avaient consultés n'avait pu faire quoi que ce soit pour l'enfant. Et c'est récemment qu'elle venait d'avoir des convulsions dont la fréquence allait croissant. Et les derniers des spécialistes médicaux consultés avaient déclaré que c'était une infection cérébrale et qu'à un moment ou à un autre, il allait falloir s'attendre à ce que l'issue soit fatale, que la petite fille doive mourir. C'est là que les parents, la mort dans l'âme, avaient ramené leur petite fille chez eux, de l'hôpital chez eux, mais vraiment la mort dans l'âme, ils attendaient la fin. Et c'est alors qu'un ami leur avait parlé d'Edgar Cayce et de son don extraordinaire donc qu'il possédait. Ému par ce récit, Edgar Cayce accepta de faire le déplacement pour donner une de ses lectures, et comme sa situation financière n'était pas brillante, il dut accepter le prix du voyage que le père lui avait offert. C'était la première fois qu'il acceptait quoi que ce fût en relation avec les services qu'il rendait. Donc là, on parle vraiment de cette limite. Le don peut être rémunéré, justement, quand c'est dans la limite du raisonnable et surtout pour servir un altruisme, pour servir le bien, c'est totalement légitime. Donc Kay s'est mis en route, toutefois, avec une certaine inquiétude. Quand la petite fille anormale lui a été présentée, c'est là que Case a mesuré l'étendue potentielle de ses dons, c'est-à-dire que lui, fils de paysan qui ne savait rien en médecine, allait potentiellement pouvoir aider des grands spécialistes de médecine qui étaient impuissants. Et c'est là que, sous la suggestion de Lane, qui était là, il a transcrit, donc il fut transcrit comme à l'ordinaire ce que Case a dit, et avec le même calme, je cite, la même assurance tranquille dont il avait toujours fait preuve au cours des précédentes lectures, donc Casey a commencé à décrire l'état de l'enfant. Il déclara que juste avant sa grippe, l'enfant était tombé de voiture et que le virus grippal s'était logé dans la région endommagée par l'accident, que c'était ce fait-là qui provoquait des convulsions et qu'une intervention ostéopathique appropriée diminuerait les pressions et ramènerait l'état normal. Donc on parle d'ostéo, on parle de chiro là, et d'un potentiel retour à la normale, une explication qui n'avait pas pu être donnée avant. La mère alors a confirmé le fait qu'il y a eu un accident de voiture, mais elle n'aurait jamais fait le lien en fait entre l'accident de voiture et la grippe d'après. Et c'est là que Lane, rappelons-nous que Lane était initialement ostéopathe. Lane a été capable de faire les manipulations qui avaient été prescrites par Case sous état d'hypnose, hypnose suggérée par Lane, et donc Lane a été capable de faire ce qu'il fallait pour la petite fille, et c'est là que l'état mental de la petite fille s'est amélioré graduellement, visiblement. Elle a dit alors le nom d'une poupée qui avait été son jouet préféré avant le début de son mal. Elle a même appelé son père et sa mère par leur nom pour la première fois depuis des années. Et au bout de 3 mois, les parents, parfaitement reconnaissants, avaient ils ont annoncé à Case que la petite fille était absolument normale et qu'elle était en train de rattraper à grands pas le retard qu'elle avait, le temps perdu qu'elle avait perdu autour des années précédentes. Rappelez-vous que Case avait été ému par le cas de la petite fille et la nouvelle de sa guérison, on peut s'en douter, l'avait encore plus ému et rasséréné, dans le sens où il comprenait que ses dons pouvaient être utiles, le bouche à oreille se faisait, mais qu'il était en train de conquérir une légitimité, en tout cas de comprendre que ses dons pouvaient être utiles et pouvaient soulager la souffrance des humains. En conséquence, c'est là que Case s'est mis à recevoir donc des appels téléphoniques, des télégrammes à l'époque de gens qui étaient totalement désespérés, et c'est là que Case s'est aperçu qu'il pouvait guérir les gens à distance à condition qu'on lui donne le nom de la personne et son emplacement exact, pays, ville, la rue, et qu'à partir de là, il pouvait les guérir à distance. Truc absolument fascinant. Alors ce qui est intéressant au passage, c'est que Case commençait ses lectures, donc à distance, par souvent un commentaire à mi-voix sur la localité. Il disait que il y a un drôle de vent ce matin ici. Ou alors Winterthur en Suisse, comme c'est joli, comme elle est belle cette rivière. Ou il commentait sur le corps de la personne qui l'allait soigner. Le corps est en train de partir. Il prend l'ascenseur pour descendre. Il fait tel ou tel déplacement. Ou il commentait des différentes choses.
comme s'il voyait la situation à distance, ce qu'on appelle de la vision déportée, de la remote viewing, de la vision déportée, de la vision à distance. Et c'était encore une fois des descriptions exactes qui ajoutaient à la crédibilité des visions de Case, donc à distance. Par contre, que ça soit de la vision à distance ou pour soigner des personnes vraiment à grande distance ou des personnes qui étaient juste à côté, le type de lecture, la façon dont il soignait ne variait pas. Il suffisait juste pour Case de se mettre juste dans un état de relaxation. Il desserrait sa cravate, il se mettait à l'horizontale, il enlevait ses chaussures et ça ne rien ne variait. Rien ne variait, il avait seulement remarqué qu'il fallait qu'il soit orienté nord-sud, ses pieds vers le nord, sa tête vers le sud, c'est ça? Et il avait fondamentalement besoin de rien. Et dans cet état de relaxation, Case avait juste besoin, une fois qu'il était endormi, d'une suggestion par quelqu'un. Alors c'était Lane avant, ça a été plus tard sa femme, plus tard son fils, mais il fallait juste que quelqu'un amorce par suggestion ce que Case allait dire. Et c'est là que la suggestion commençait. La formule habituelle, c'était, je cite: «À présent, vous allez avoir devant vous le nom de la personne qui se trouve à», on donnait la localisation, la rue, la ville, le pays. «Vous regarderez ce corps attentivement, vous l'examinerez avec soin et vous me direz son état actuel en m'indiquant les raisons de cet état. Vous suggérerez également ce qu'il faut faire pour aider et soulager ce corps. Vous répondrez aux questions que je poserai». Fin de citation. Quelques minutes plus tard, Case se mettait à parler, et c'est là que ces mots étaient pris ensuite en sténo, puis après retapés à la machine, et c'est comme ça qu'on a eu des lectures, une énorme masse de documentation fidèlement retranscrite, donc vraiment un corpus qui peut être étudié ensuite scientifiquement. Donc ce qu'on appelle les lectures d'Edgar Cayce, c'est comme ça qu'on les obtenait. Le rapport tapé à la machine était donné en double original. Il y en avait un qui était gardé par les archives de Case et un qui était donné à la personne, donc pour garder trace quelque part de ce qui lui était prescrit et de la suite de la suite des événements. On a vu que le bouche à oreille commençait à se faire. Nous avons eu des phénomènes dans lesquels des aventuriers avaient voulu démarcher Case pour, par exemple, avoir les cours de bourse, les cours du marché du coton ou de je sais pas quoi. Et Case, même s'il avait besoin d'argent, il refusait ce genre de choses. On a eu d'autres phénomènes où des gens voulaient trouver des trésors, ou voulaient parier aux courses. Parfois Case a essayé, parfois il réussissait, parfois il échouait. Par contre, il se réveillait fatigué, il se réveillait mécontent de lui-même. Ça, c'est typique du fait que ces dons, en fait, ces dons doivent être utilisés pour l'altruisme et qu'au contraire, quand ils sont mal utilisés, ils peuvent globalement être, c'est assez fréquent justement chez les médiums et ce n'est pas anodin. C'est pas anodin que des dons de ce type-là doivent être utilisés pour l'altruisme et non pas pour l'enrichissement personnel. Il a même été approché par des Texans pour aller chercher du pétrole au Texas. De fait, ça a été insatisfaisant et surtout, Case a acquis la conviction que ces dons, encore une fois, devaient être utilisés uniquement pour aider les gens et pas pour un enrichissement personnel. Et lui était complètement insensible de fait à ce type d'offres promotionnelles, gagner de l'argent, et cetera. Donc c'était vraiment par altruisme, c'était vraiment une disposition spécifique de ces dons qui devait être efficace dans un certain contexte et pas justement pour un enrichissement personnel. On a eu aussi des délires un peu, à la Mata Hari, où on a eu à un moment Case qui a été approché par un directeur de journal qui lui a demandé de changer son nom, de prendre un nom oriental, de mettre un turban et en fait pour faire de la charlatanerie en fait, globalement pour faire des super guérisons comme ça dans une certaine ambiance orientaliste qui était un peu, la charlatanerie de l'époque et évidemment Case a refusé tout net. C'est pour la petite histoire. On a eu aussi le cas d'un certain David Kahn, K-A-H-N, qui avait dans un premier temps voulu faire une grande publicité à Edgar Cayce, mais quand il lui a proposé de faire de la publicité plus spectaculaire, Cayce a refusé tout net. Il n'y a eu qu'une seule exception où Cayce avait accepté à l'occasion d'une conférence qu'une publicité fût faite pour lui, mais il ne voulait pas d'une quelconque publicité par des moyens, on va dire par des moyens modernes. Il voulait que ça en reste au bouche à oreille en fait. Et c'est là qu'en fait, Case avait l'humilité d'un vrai don, en fait, parce qu'il ne parlait jamais de son don aux gens, sauf quand on lui questionnait vraiment plus précisément dessus, et il était convaincu, c'est ça l'explication, il était convaincu que si les gens devaient être, si les gens devaient être mis au courant en ayant besoin de ces dons, l'information leur reviendrait de toute façon. Il était convaincu quelque part que lui n'était qu'un instrument au moyen d'une fin, mais qu'il devait y avoir quelque part une guidance, quelque part qui devait guider les gens à lui, si globalement c'était une volonté divine. On a vu que dans les premières années, Case avait complètement refusé d'être payé pour ce qu'il faisait, mais par la force des choses, les demandes affluant, il a bien été obligé de demander une rétribution, mais il s'est toujours resté raisonnable, il a fait toujours beaucoup de lectures gratuites par ailleurs, mais jamais il n'a développé un goût pour une avidité, un esprit de lucre.
On a donc un énorme matériel attestant de tout cela, stocké aujourd'hui à Virginia Beach. C'était d'ailleurs une localisation qui avait été obtenue durant les lectures d'Edgar Cayce. Et même si le style n'est pas forcément tout le temps hyper nickel, on voit absolument qu'il y avait une volonté évidente de venir en aide à son prochain, et c'était absolument désintéressé, c'était absolument net dans les lectures d'Edgar Cayce. Durant toutes ces années, Case n'avait cessé d'être en proie au doute. Il a jamais cessé de douter. C'est davantage, je pense, lié au contexte, en fait, socio-culturel de l'époque, religieux. Et il arrivait aussi que certaines lectures ne donnent rien. Parfois, ça ne donnait aucun résultat. Et c'est sans doute lié, en fait, à son état d'esprit émotionnel à un moment. Il avait parfois des colères, il était surtout en proie à des problèmes financiers qui étaient d'ailleurs symptomatiques vraiment de son désintéressement. Mais bien souvent, il suffisait en fait qu'il soit dans un meilleur état d'esprit, un meilleur état physique ou émotionnel, pour qu'une même lecture sur un cas qui n'avait rien donné avant, donne finalement quelque chose au deuxième essai. Par contre, Case, là encore une fois, c'est symptomatique de son désintéressement et de son idéalisme. Il était profondément affecté dans les rares cas où ses résultats n'avaient rien donné, ou n'avaient soi-disant pas donné quelque chose. C'est là qu'il mettait un point d'honneur en fait à renvoyer le chèque, renvoyer le paiement de la personne quand c'était, mettons, à distance, et il se fendait de longues lettres, assez épuisantes en disant qu'il n'avait aucune prétention à l'infaillibilité, qu'il était quelque part comme une antenne qui captait, qui parfois pouvait ne pas capter exactement, parfaitement, et donc aucune, voilà, et que, lui, s'en excusait vraiment, était profondément atteint par ça. On voit vraiment là l'indice d'une vraie noblesse de comportement. Sauf que bien souvent, et ça c'est souvent le cas, les médiums ou les guérisseurs ou autres sont souvent confrontés à ce genre de comportement humain classique, également les ostéos, les chiros, ce genre de choses. C'est que même chez les gens qui pensaient d'avoir rien obtenu en termes de guérison, en fait, il arrivait bien souvent que des mois après, un diagnostic médical confirme à rebours un diagnostic qu'avait fait Edgar Cayce, ou bien que l'on s'aperçoive que les gens avaient négligé des traitements qu'avait prescrits Cayce, ou négligé certaines réformes de leur vie, que ce soit du régime, que ce soit d'une discipline mentale bien souvent. Et là, encore une fois, c'est symptomatique du fait que les humains sont toujours prompts à reprocher, mais pas toujours à changer eux-mêmes. On peut constater des choses assez similaires chez d'ailleurs Maître Philippe de Lyon, c'est un exemple intéressant. Donc en tout cas, Case savait que ses dons n'étaient pas infaillibles, ça c'est vraiment l'apanage des grands maîtres, c'est de toujours conserver l'humilité justement face à ses propres dons, et à ne jamais être victime d'un propre aveuglement, d'un effet tunnel, d'un hubris, de tout ce que vous voulez. Et il a aussi compris avec le temps à mieux utiliser ses dons, avec aussi l'idée qu'avec le temps, la confiance venait parce que de plus en plus de cas de guérison absolument extraordinaires, ou en tout cas qui étaient concernaient des cas auparavant incurables, réputés incurables, eh bien Edgar Cayce arrivait à les solutionner. On a plein d'exemples. On a un prêtre catholique canadien qui fut délivré de son épilepsie, un jeune élève qui était atteint d'une grave arthrite qui fut soulagé. On a eu un dentiste soulagé en 2 semaines de migraine qui le tourmentait depuis 2 ans. Une jeune musicienne, un cas absolument désespéré, qui avait guéri en une seule année d'un mal étrange qui s'appelle sclérodermie à l'époque. Un jeune garçon à Philadelphie atteint de glaucome infantile, qui était considéré généralement comme incurable, qui retrouva une vue normale lorsqu'un docteur le traita en suivant les instructions de Case. Donc plein de cas comme ça qui étaient vraiment novateurs à l'époque, qui étaient vraiment utiles et qui répondaient en fait à des cas désespérés en fait. Donc c'est ce genre de cas incurables et surtout de situations à répétition, de cas incurables soignés à répétition, qui ont fini par résoudre ce dilemme de cornélien de la part de Case. Donc son don, la compréhension du fait que son don n'était en rien diabolique, mais au contraire c'était un don du ciel, et ce cas d'école, en fait, concernant le caractère éventuellement diabolique de ces dons, là, ça vient vraiment des lacunes typiques du christianisme, en tout cas de la mauvaise compréhension par le christianisme depuis des siècles, de dons qui peuvent être tout à fait positifs, tout à fait divins. En tout cas, on juge l'arbre à ses fruits, dit la Bible, hein, dit le Nouveau Testament. Ce sont les paroles du Christ. Donc vraiment, il faut le comprendre et dépasser en fait du conditionnement clérical qui peut aboutir à de mauvaises utilisations, de mauvaises compréhensions de dons, qui ne sont donc en rien diaboliques, de part en tout cas, posons ce postulat-là, mais là c'est un postulat documenté à partir de milliers de cas, et Case n'a fait que servir le bien, de fait comme Jésus avant lui, c'était vraiment quelque chose de positif. Par contre, Case, au cours de sa carrière, a souvent été confronté à des suspicions, à du scepticisme, ce qui tout de même de prime abord, peut être légitime. Parce que
Évidemment, si aujourd'hui on nous parle individuellement d'un cas aussi extraordinaire, notre réflexe, si nous sommes à peu près ancrés, en tout cas à peu près rationnels, doit évidemment être de nous dire: «OK, mais je demande à voir. Je veux bien éventuellement y croire, mais il va falloir quand même, un peu plus que des mots pour me convaincre». Et on a eu un cas d'un spécialiste, un psychologue de l'université de Harvard, du nom de Hugo Munsterberg, qui donc a voulu en savoir plus et qui, pour le coup, s'attendait à un cabinet un peu typique des médiums, un truc noir, un peu comme une diseuse de bonne aventure, un truc bizarroïde, et pas à un homme tout à fait humble qui allait juste, tranquillement se relaxer sur un lit et commencer donc quelque chose d'aussi extraordinaire, en fait. La façon dont il procédait n'avait rien de spectaculaire. Et c'est là que Munsterberg, en fait, a fait ce que l'on devrait appeler une étude en honnête homme du sujet. Il a croisé les sources, il a vraiment étudié sérieusement les choses, comme un psychologue devrait faire. En fait, il a croisé les éléments, sachant qu'il y avait des traces écrites, il a interrogé les gens qui avaient été guéris, il a regardé Casey faire, il a finalement accumulé la certitude finalement que Casey n'était vraiment décidément pas un charlatan. Tout cela à partir d'une simple étude en honnête homme. Il a eu l'honnêteté de considérer qu'au regard des éléments rassemblés, qui d'ailleurs c'était une très bonne chose qu'ils aient été consignés, toujours écrits, et cetera. Mais donc le croisement de sources par les témoignages, et cetera, lui a fait arriver, donc a fait que ce psychologue de Harvard, donc, est donc arrivé à la conclusion que Casey n'était pas du tout un charlatan. Et c'est là qu'on a vu aussi que durant sa vie, Edgar Cayce aussi a rencontré beaucoup d'humains qui avaient des vues larges, beaucoup de bonnes intentions, qui lui ont fait prendre conscience de l'importance de son travail pour des humains justement dans le besoin. Il a souvent reçu de l'assistance de la part de ces gens, y compris de l'assistance matérielle et également des idées. Il y a plusieurs personnes qui ont eu l'idée de fonder un hôpital, par exemple, où les lectures de Cayce aurait pu être donc appliqué par un personnel médical, sympathisant et également pour créer une base d'expertise, par exemple, pour, faire progresser la médecine, ce genre de choses. Parce que clairement, il y avait, dans la lecture d'Edgar Cayce des potentialités comme ça. Et on a eu un moment, un homme fortuné comme ça, du nom de Morton Blumenthal, donc certainement Blumenthal, hein, la vallée des fleurs, un juif très certainement, qui avait personnellement bénéficié des lectures de Edgar Cayce, qui donna corps donc à cette idée et qui a fondé en 1929 l'hôpital Casey, qui donc a été fondé à Virginia Beach, en Virginie. L'hôpital alors a fonctionné pendant quelque chose comme 2 ans et demi, mais il a dû fermer parce que son fondateur malheureux, son fondateur donc Blumenthal, a été finalement ruiné par, la crise boursière, donc les suites de la crise de 29. Donc c'est intéressant là parce qu'on a vraiment la façon dont Blumenthal, qui vraisemblablement avait été un boursier, ou on peut éventuellement imaginer un financier plus ou moins avide, qui finalement avait vu sa conscience élargie par le fait qu'il avait été lui-même sauvé, soigné par Edgar Cayce, qui finalement après, par une prise de conscience positive, s'était dit: «Je vais mettre ma fortune au service des gens», comme une rétribution à la vie qui justement l'avait aidé lui. On ne sait pas trop de quelle chose là tout de suite, mais enfin de quel mal, mais nous voyons comme la conscience peut, comme tout humain peut être susceptible d'évoluer par la conscience. Ce qui est tristoun, c'est qu'après il a été ruiné, qu'il a dû cesser, mais en tout cas la double leçon humaine est intéressante. Au passage, nous voyons également que malheureusement, le système financier actuel, mondial pour ne pas dire mondialiste, il ruine les meilleures intentions humaines, les meilleures prises de conscience humaines, justement par des crises des guerres qui sont globalement artificielles. Des crises surtout dont on sait qu'elles sont artificielles. C'est ce que Carol Quigley disait, mais c'est ce que, de fait, les abus du système financier actuel, un autre juif méritant, Yaron Reuven, donc que je cite souvent, disait justement qu'il y a de vrais problèmes dans l'avidité excessive qui est encouragée par notre système financier. Et la crise de 29, du reste, la crise de 29 fut déclenchée artificiellement dans un certain contexte, mais comme d'autres crises financières. Donc ça, c'est une remarque incidente. Nous voyons comme l'élévation spirituelle de notre monde est largement hypothéquée par le système financier abusif dans lequel nous vivons. Voilà, au passage, une petite remarque incidente. En 1942, donc on est dans la Seconde Guerre mondiale, mais ça n'a rien à voir, une biographie de Casey paraît aux États-Unis, en même temps qu'un article dans une revue, qui donne vraiment une notoriété au phénomène Casey dans tous les États-Unis. Et c'est là qu'affluent vraiment massivement les lettres et les demandes, qui sont très souvent d'ailleurs complètement désespérées. Et c'est là que Case a commencé vraiment, malheureusement, à s'épuiser, parce que lui,
Dans son idée, c'était parfois, un crève-cœur de devoir prendre des retards, en fait, dans des demandes qui étaient bien souvent désespérées ou vraiment poignantes et ça, Kay s'était vraiment, pris sous l'émotion et c'est là que donc, lorsque les délais d'allongement du traitement des demandes a pu s'allonger de quelques jusqu'à 18 mois, c'est là que Kay a commencé à s'épuiser en donnant non plus 2 à 3 lectures, mais d'en donner jusqu'à 8. Or, il y a eu une limite où son corps physique a sans doute commencé clairement à s'épuiser et en fait, en apparence, il travaillait en dormant, mais il y avait une consommation énergétique et on voyait que son corps, justement, lui, dépérissait et de fait, Case dépensait une énorme quantité d'énergie nerveuse et c'est là que la tension, de fait, a eu raison de lui. 3 ans plus tard, c'était le 3 janvier 45, Case est mort à l'âge de 67 ans. Quand même un âge respectable, mais vraiment, on sait vraiment que il y avait un lien avec cet épuisement par le fait d'avoir, voulu, de fait, comme s'il avait été victime de son propre altruisme. Donc ainsi s'est terminée la vie de Case, mais sa légende lui a clairement survécu, notamment parce qu'il y a une énorme quantité de documentation qui lui a survécu. Il témoigne clairement d'une vraie volonté légendaire d'aider son prochain et par bien des égards, il a donné des réponses à des énigmes médicales qui ont clairement dû faire progresser des gens, dans la médecine autour de lui. Par contre, on pourrait faire la comparaison avec, Big Pharma d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a bien des remèdes très simples qui avaient été promus par Edgar Cayce, qui ne sont pas du tout dans les intérêts de Big Pharma aujourd'hui. Ça, c'est absolument net. Toujours est-il que l'intérêt d'Edgar Cayce, c'est qu'il a été de fait l'occasion et le sujet d'une grande, accumulation de preuves ayant prouvé le fait que l'on peut obtenir de l'information utile pour soigner les humains et même bien au-delà du simple soin des humains, nous en reparlerons, à l'occasion justement de l'exploitation de fait de dons qui n'étaient pas conventionnels, qui étaient nés de facultés extrasensorielles ou parapsychologiques, des dons vraiment supérieurs, une capacité de perception supérieure chez Edgar Cayce, qui a donné encore une fois de tels fruits, de tels bons fruits, que Edgar Cayce de fait est un modèle, est un sujet d'étude extraordinaire et que dans la mesure où tous ces résultats ont pu être vérifiés, encore une fois, c'est quelque chose comme une somme indépassable, en tout cas une somme qui, mérite d'être étudiée et qui est un argument en soi face à beaucoup de scepticisme, notamment en matière médicale ou autre, jusqu'à notre époque. Mais ce qui était encore plus extraordinaire, c'est que Edgar Cayce a laissé une telle accumulation de preuves que, de fait, en tant que sujet d'étude, il a donné confirmation à quiconque daigne l'étudier que la vie sur Terre peut avoir un sens bien plus étendu que la seule apparence, parce que nous allons voir que ces enseignements ne se sont pas limités aux aspects médicaux, mais ont donné également une profondeur de compréhension du sens de la vie, qui là pour le coup était totalement insoupçonnée à partir du fait qu'initialement on ne faisait que demander des diagnostics médicaux. Nous verrons donc dans les prochaines vidéos à quel point les lectures d'Edgar Cayce, à partir de l'exploitation de ces dons parapsychologiques, disons non conventionnels, au-delà de nos 5 sens, eh bien, ces lectures ont vraiment été une mine d'informations extraordinaires, non pas uniquement dans le domaine médical, mais dans un élargissement de notre compréhension des énigmes de la vie et donc du sens de la vie. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc à la prochaine vidéo pour éclaircir ces sujets-là qui sont fascinants.